Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Big Boss, une émission qui vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du secteur de l'hôtellerie. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël. Bonjour à tous. Le Big Boss aujourd'hui s'appelle John Martin. Il est le patron du groupe hôtelier qui porte son nom. Bonjour John Martin, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En fait, vous avez dit Paul John Martin, mais on dit Martin ou Martine? Je m'attendais à cette question dès le début, mais au moins on dit Martin. En réalité on dit Martin, puisque les Anglais ne prononcent pas le R. Vous êtes d'origine anglaise? Je suis d'origine britannique, né à Anvers quand même, mais britannique de mon père et élevé en Angleterre aussi. Donc Martin. Monsieur Martin. Voilà. Mais si on dit Voilà, Monsieur Martin, vous ne vous énervez pas non plus. Je ne m'énerve pas du tout parce que je me présente toujours John Martin, notamment quand je dis bonjour à quelqu'un qui dit « Ah, comment allez-vous, Monsieur Martin ?» Donc, spontané. Les deux. Ok, eh bien, pour faire la découverte du groupe que vous dirigez, rien de tel qu'un bon petit reportage en images. Oui. On voit ça tout de suite et puis on en parle avec vous ensuite. Martin's Brussels EU, bonjour, good morning. Installé au cœur du quartier européen, l'un des 10 hôtels du groupe Martins. Un 4 étoiles dirigé par Andy Dubray depuis 4 ans. Un jeune directeur attaché au groupe Martins depuis 1996. J'ai vécu aussi des moments à la sucrerie à Waterloo, au château du lac à Genneval, mais également au Martins Lido, qui est à côté du lac de Genneval et dans un cadre féerique. Ici, vous voyez le restaurant. Avec 10 personnes en salle et 5 en cuisine, le restaurant est un pôle important, notamment pour l'emploi des jeunes bruxellois. Bonjour Mohamed, vous allez bien? Comment se passe l'intégration ces premiers jours? Ce stagiaire est envoyé ici par Bruxelles Formation dans l'espoir de décrocher un job de commis de salle. Le défi du secteur hôtelier aujourd'hui, engager mais aussi garder le personnel qualifié. Au niveau des salaires, il y a eu un vrai réajustement et donc maintenant des salaires qui sont tout à fait conformes à d'autres secteurs comme la grande distribution. Mais reste la notion d'horaire qui est assez compliquée et la gestion familiale. Quelques étages plus haut, Salois entame le nettoyage des chambres. Engagée il y a 2 ans, elle aussi a débuté à l'hôtel Martins via Bruxelles Formation. C'est le commencement à 8 h et on termine à 16 h. C'est vraiment parfait, il n'y a pas de problème. Et par rapport au salaire, justement, vous estimez qu'il est correct? Vraiment, un salaire net, c'est de 1500, je peux dire. Pour un horaire complet? Oui, tout à fait. Les coûts de personnel représentent presque la moitié du chiffre d'affaires du secteur hôtelier. Or, le prix des chambres, lui, reste stable. Une nuitée à l'hôtel Martins coûte entre 140 et 250 € en semaine et entre 69 et 159 € le week-end. Certains pays négocient les prix à la baisse d'année en année, puisque dans chaque pays, il y a du cost-cutting, comme nous faisons en Belgique, où il y a des restrictions budgétaires. Traduction, cost-cutting? Cost-cutting, simplement diminuer les coûts au maximum, c'est-à-dire et clairement une nuitée d'hôtel le moins cher possible. En cuisine, le chef teste une nouvelle recette à base de gaufres de Bruxelles. Tenir les fourneaux d'un grand hôtel, c'est autant un défi économique qu'écologique. Ici, au niveau de l'hôtel, il est très important qu'on utilise le maximum de produits écologiques, de produits qui sont dosés pour éviter les surdosages et donc la nuisance à l'environnement. Et bien sûr, on travaille tous les jours au tri des déchets. Dans un hôtel comme le nôtre, 10 à 12 tris différents. Le tri des déchets coûte 950 € par mois à l'hôtel. Avec 25 000 nuitées l'an dernier et près de 33 000 visiteurs, le chiffre d'affaires de cet hôtel est un peu en dessous des 4 millions €. Et malgré son aura belge, il doit se battre quotidiennement contre les grands groupes internationaux. C'est vrai, Monsieur Martin, vous êtes un des derniers groupes indépendants en Belgique, on peut dire ça? Groupe indépendant familial, certainement, oui. Ça se fait rare, pourquoi? Ça se fait rare parce que le métier est très difficile. C'est un métier que nous avons débuté il y a une trentaine d'années avec 38 chambres. Aujourd'hui, on en a près de 700, il y en a 300, on en parlera tout à l'heure, en construction. Et donc, ça fait vraiment partie de notre expansion. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ces 5 dernières années, les coûts de main-d'œuvre ont augmenté, ont été catapultés de personnel de 45%, alors qu'il y avait une pression sur les prix colossale. Tout à l'heure, mon collègue parlait du reste de pays, je crois qu'il voulait dire pas de pays, mais plutôt d'entreprises qui sont toujours maintenant beaucoup plus à cheval sur les prix.
Et nous sommes une entreprise quand même de service. On adore notre métier, c'est accueillir les gens. Et en dessous duquel, il y a un montant en dessous duquel on ne peut pas aller. Si on veut accueillir, on doit bien accueillir. Et si on essaye de... Bon, admettons, je vais dormir chez vous cette nuit, je prends une chambre à 100 € pour prendre un chiffre facile, un prix moyen. D'accord, je réserve. Soit, mais sur 100 €, comment cela se décompose-t-il? Vous parliez de l'importance des coûts de personnel. Il y a 50% qui est déjà tombé en coûts de personnel. Donc, mais les 100 €, bien entendu, on ne peut pas vraiment l'appliquer parce que pour nous, il faut quand même compter une rentabilité qui se base à partir d'un taux d'occupation de 65-70%, d'un prix moyen qui va être dans les 120-140, si pas plus. Et bien entendu, nous ne travaillons jamais ni sur le taux d'occupation ni sur le prix moyen, mais sur la contraction des deux, ce qui en langage hôtelier s'appelle le yield management. Et là, c'est le prix moyen par chambre occupé chaque soir. Oui, parce que ça ne sert à rien de remplir les hôtels si c'est pour brader les prix. Exactement. Et votre hôtel qui est proche des institutions européennes, est-ce que c'est un atout ou pas? Parce qu'on le sait, c'est fluctuant en fonction des sommets européens, en fonction des... Exactement. Est-ce que ça a un impact? Il est évident quand il y a un problème avec l'hémicycle comme il y a actuellement, il y a beaucoup trop de réunions qui ont lieu, pour notre goût, le goût de tous les Bruxellois à Strasbourg, et c'est une perte sèche pour le marché hôtelier de Bruxelles. Il reste rentable cet hôtel bruxellois? Il est rentable, mais oui, parce que sinon on serait obligé de le fermer, parce qu'on ne peut pas se permettre de le garder. Mais c'est quand même assez dur, parce qu'en effet, juillet et août, tout est fermé, la commission a quand même beaucoup de vacances, et nous sommes vraiment très tributaires de la commission. Alors vous avez une très grosse concurrence, des grands noms internationaux qui ont d'autres surfaces que la vôtre, qui ont d'autres capacités d'achat aussi, groupées, etc. Mais par ailleurs, vous êtes aussi attaqué, en termes de concurrence, par un phénomène qui s'appelle Airbnb. Ça, c'est autre chose. Ce sont les particuliers qui proposent des nuits. Et on rentre un peu, finalement, dans ce que Uber est au taxi, finalement, une concurrence qui, j'imagine, vous touche, vous aussi, dans votre domaine. Airbnb, indiscutablement, a un impact. Pourquoi? Parce que les prix sont raisonnablement compétitifs, mais il y a toujours un risque associé à Airbnb qui est le risque de la sécurité, parce qu'il n'y a aucune garantie sécuritaire sur l'établissement où vous allez passer la nuit. Il n'y a pas d'inspection pompier, il n'y a pas d'inspection d'inspection de produits dangereux ou autres qui pourraient être dans le truc. Il y a quand même une insécurité qui est liée à Airbnb, auquel maintenant, dans les hôtels, franchement, il y a un tel contrôle, et de notre part, il y a vraiment, nous attachons énormément d'importance à garder cet aspect de réglementation de pompiers, etc. C'est capital pour nous. Les gens doivent se sentir bien et en sécurité chez nous. Une réglementation d'ailleurs qui coûte très très cher, je pense, à vos hôtels en termes de technologie et pour être vraiment en technoprévention à la pointe. Je pense que c'est une grande partie du budget de votre hôtel. C'est une grande partie du budget. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais en tout cas, nous avons 1,5 personne à temps plein maintenant pour nos hôtels qui ne fait que ça. Et qui doit toujours rester, je dirais, à la pointe des éléments sécuritaires d'une part. Maintenant, bien entendu, il y a aussi la nourriture, très important, les allergènes, etc. Mais tout ça fait partie des nouvelles réglementations qui pèsent sur la gestion d'un hôtel, c'est certain. Mais bon, qui est important aussi, c'est capital. Et en plus, vous n'avez pas qu'un hôtel, vous en avez 10. Oui. On peut voir sur une petite carte que vous êtes éparpillé un petit peu autour de Bruxelles. Oui. Justement, 10 hôtels et, vous parliez tout à l'heure, d'un 11e, 12e en préparation? Eh bien, le 11e, oui, il est vraiment en préparation. Je dirais que c'est un hôtel à Tubize, au centre de... Annoncé pour 2016? Annoncé pour 2016, tout à fait. Et Tubize, pourquoi? Parce que, bien entendu, la Fédération de football a son centre de formation à Tubize. Et donc, nous, on est très fiers, parce qu'ils nous ont quand même choisi, à gérer l'hôtel pour eux sur le centre. Un accord avec Louvain-la-Neuve également? Un accord avec Louvain-la-Neuve, en effet. Là, il y a 108 chambres qui vont être construites à Louvain-la-Neuve, plus une quarantaine de studios appartements, plus un spa, plus un restaurant, etc., juste à côté de la Magna. Donc ça, c'est très important. Parce que finalement, on tourne autour de Bruxelles, mais vous avez des projets sur Bruxelles aussi? Oui, les projets Bruxelles prennent un peu plus de temps, en réalité. Pourquoi? Parce que les contacts que nous avons sur Bruxelles peuvent prendre 3, 4, 5 ans à éclore. Donc ça prend vraiment du temps, que ce soit pour les autorisations, que ce soit pour les décisions qui sont prises à tous les niveaux. Mais nous avons 1, 2, 3 emplacements sur Bruxelles actuellement à l'étude. Quel côté? Centre? Oui, on va rester vers le centre, oui, tout à fait. On en reparle un peu plus tard. Peut-être qu'on parle d'investissement, là, mais peut-être qu'on peut voir un petit peu la santé financière de votre groupe. Oui, à un moment donné, c'est intéressant de voir aussi ce que donnent les chiffres quand on parle d'une entreprise. Un petit coup d'œil là-dessus. Le nombre d'hôtels entre 2009 et 2014, ça donne 5 ans d'évolution, c'est toujours intéressant. Le nombre d'hôtels est resté le même, vous avez beaucoup investi avant.
mais ça n'a pas bougé. L'effectif a peu bougé aussi. Le nombre de chambres a augmenté, on est maintenant à 767 chambres. Le chiffre d'affaires a pas mal augmenté aussi, on le voit, quelque chose comme 25% sur 5 ans. Exact. Par contre, et c'est là que je vais en venir, vous vous en doutez, du côté de la rentabilité finale, le résultat net, eh bien là, on est toujours dans le rouge. C'est une grosse machine, mais pas rentable jusqu'ici. Exactement. Exactement, mais ça c'est le propre à l'hôtellerie, hein. Il n'y a rien à faire. Je crois que quand j'ai commencé ici il y a 30 ans, un hôtel pouvait être rentable à partir de 40 chambres, puis c'est passé à 80, puis maintenant c'est passé aux alentours de 120 et plus chambres. Il est évident que le poids des investissements, le poids de personnel, le poids des assurances, le poids de tout a considérablement augmenté, alors que les prix moyens sont restés vraiment vers la baisse. Et donc ce résultat net, comme vous le voyez, on a bien amélioré. 2015 devrait s'annoncer, ça sera peut-être notre premier franc, nos centimes, euros, je ne sais pas exactement ce que ça sera actuellement. Mais bon, il faut se donner un cap, et il faut rester dans ce cap, il faut rester concentré et pas se laisser abattre en tout cas. C'est ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a vu qu'entre à partir de 2008, vous allez carrément doubler votre nombre d'hôtels. Hein. Vous passez à ce moment-là de 4 à 8 hôtels, alors que c'est un moment très difficile pour le secteur. On parle de crise pour tout le monde, mais pour le secteur. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que justement, ça ne vous met pas du plomb dans l'aile, comme le montrent les chiffres à ce moment-là? Eh bien non, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est qu'en effet, parce que vous avez toute la mise en place de l'hôtel, vous avez les travaux, vous avez le lancement, vous avez la mise sur le marché, etc. Et quand vous le faites en période de crise, il est évident que dès que la crise s'arrête, l'hôtel risque de décoller. Et j'en ai pour preuve la première crise qu'on a connue, je ne sais plus en quelle année c'était. On en a profité pour construire une salle de 1000 m² au Château du Lac. Et cette salle de 1000 m² nous a drôlement aidés pendant les crises par après. Donc il faut il faut de l'entrepreneuriat, il faut être obstiné. Tout le monde parle de reprise ou d'un début de reprise, en Belgique en particulier d'ailleurs. Hein. Enfin, un peu mieux qu'ailleurs, que certains pays voisins. Vous le sentez, vous, dans votre domaine? Ça doit être a priori un endroit où ça se remarque assez vite. Oui, on l'a ressenti. On l'a ressenti l'année dernière, déjà en fin d'année dernière, à partir du mois d'octobre. On a vraiment senti une reprise. Elle s'accentue, elle est timide. Hein. On va quand même pas... on fait super attention, bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, on fait super attention à nos dépenses, etc. Parce que c'est une reprise timide qui pourrait encore prendre, moi je pense, une bonne année. Et en plus, on ne sait vraiment pas de quoi demain est fait. Hein. Soyons réalistes, je crois que là... Malgré tout, vous allez investir dans votre bébé, si je puis dire. Le fief du groupe est à Genneval, Château du Lac. On a été d'ailleurs filmer quelques images de ce château, qui est un 5 étoiles, le seul en Brabant wallon. Alors justement, vous avez beaucoup de 3, de 4, de 5 étoiles dans votre groupe. Est-ce qu'un 5 étoiles, aujourd'hui, c'est encore dans l'air du temps? Un 5 étoiles dans l'air du temps, oui, indiscutablement, à condition que vous pouvez donner le service, parce que finalement, le 5 étoiles, c'est surtout cela. Moi, ce que j'attache énormément d'importance, et vous l'avez vu dans le petit reportage, c'est l'accueil, c'est la façon dont on parle d'immigration tous les jours maintenant dans la presse. Moi, je suis ravi, on a une quarantaine de nationalités qui travaillent dans notre groupe, et c'est eux qui font la différence. Les étoiles font la différence, oui, ça c'est au niveau physique, c'est au niveau du service et au niveau je m'excuse du terme, de la gueule du bâtiment, mais indiscutablement, ce qui fait aussi la différence, chez nous, indiscutablement, c'est la motivation du personnel. On voit quand même que plein de clients et aussi des entreprises clientes vont vers des coûts plus faibles, hein, parce que tout le monde essaye de contrôler ses coûts, pas seulement les hôtels. Et donc le 5 étoiles, c'est devenu un peu l'étoile en trop, c'est-à-dire ce qu'on ne se paye plus. Attendez, vous savez, le 5 étoiles belge, c'est le prix du 3 étoiles parisien quasiment. Hein, donc c'est pas une question de coût non plus. Je crois qu'il y a vraiment toute une mentalité qui va derrière, très importante. Vous vous privez quand même d'une partie de votre clientèle au château de Genneval. De par le 5 étoiles, vous ne pouvez pas accueillir n'importe quel séminaire, par exemple. Vous avez des séminaires, mais les gens ne restent pas dormir quand c'est des grands groupes pharmaceutiques ou des groupes de plus de 200 personnes. Ça vous ennuie pas? C'est une question ou vous êtes en train de me dire ce qui se passe? Non, je sais que voilà, le 5 étoiles, ça a des conséquences. Vous ne pouvez pas, par exemple, accueillir des groupes pharmaceutiques, ils rechignent un peu. C'est un regret, ça? Encore une fois, les groupes pharmaceutiques rechignent, vous avez tout à fait raison de dire cela, mais ils ne rechignent pas parce que les prix encore belges n'ont rien à voir avec les prix des 5 étoiles à Barcelone, à Madrid, etc. Donc, indiscutablement, ça ne crée pas tellement de problème, non. Alors un petit mot quand même sur les origines de la famille Martin, comme vous disiez. C'est votre grand-père, n'est-ce pas, qui est arrivé? Mon grand-père en 1909, oui. Voilà, avec cette usine Schweppes, on va quand même donner le nom à Genneval, c'est-à-dire l'eau gazeuse. On voit quelques images d'ailleurs tirées de vos archives personnelles à l'instant. Et à un moment donné, vous lancez là-dedans, plus
pour donner une seconde vie à cette installation qui existe en bord du lac qu'autre chose finalement. Vous êtes devenu hôtelier par hasard? Par hasard. Ouais. Entièrement par hasard, même si tout jeune, je me souviens un jour qu'on m'avait posé les questions, j'avais 14 ans, j'avais choisi hôtellerie comme étant une de mes objectifs, mais hôtelier par hasard parce qu'on avait un endroit vraiment exceptionnel. On avait construit une nouvelle usine à Genneval, qui maintenant elle a déjà 40 et des années, mais indiscutablement, c'était une volonté de redonner vie à cet endroit. Et depuis lors, on a redonné vie à des couvents, à une église, à une sucrerie, etc. Donc ça reste quand même dans notre DNA. Alors, vous êtes un vrai businessman, hein, il ne faut pas se le cacher, mais en même temps, non, j'aime pas le terme. Non, j'aime pas du tout ce terme. Parce que si j'étais un vrai businessman, je ne serais pas dans l'hôtellerie, je pense. Je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, si vous voulez. En tout cas, on remarque que dans tous les hôtels du groupe, il y a énormément de certificats environnementaux. Oui. Il y a les labels clés vertes, ça c'est pour le niveau régional, mais il y a aussi tout ce qui est EMA, c'est un certificat européen. Oui. Finalement, on pourrait se demander, est-ce que l'environnement, pour vous, c'est jouer la carte de l'environnement, c'est un coup de marketing ou c'est un vrai engagement de votre part? Ah non, c'est un vrai engagement de notre part qui a commencé avec l'acquisition du château du lac, non, pas du tout, du lac de Genneval à l'époque, parce qu'il est des terrains environnants et des lacs environnants, parce que devant Lido, il y a notamment deux grands lacs. Ça fait vraiment partie de notre préservation, de préserver ce qui nous est très, très précieux. Et ça, c'est quelque chose, je suis petit-fils de fermier aussi, donc c'est vraiment dans mes gènes de préserver tout cela. En même temps, ça coûte beaucoup, hein, quand on veut faire de l'environnemental un peu digne de ce nom. Mais est-ce que ça rapporte du point de vue hôtelier? Parce qu'il faut aussi que ça rentre. Évidemment, ça doit rentrer, ça doit faire partie d'une mission commune, ça doit faire partie d'une communication aussi. Et indiscutablement, les gens que ce soit par EMAS ou la Clé Verte, sont très attirés. EMAS étant vraiment, nous sommes le seul groupe hôtelier, c'est plus haut que certification de ISO 2014. Et cela crée un intérêt réel de la part de la clientèle. Ça, c'est certain ils nous suivent là-dessus. On peut se demander malgré tout si plutôt que de l'écologie, il ne faudrait pas voir l'avenir dans le digital. Lorsqu'on regarde un petit peu sur Internet où se situe via les moteurs de recherche votre hôtel, il n'apparaît pas en une. On sait que c'est une des clés de l'avenir. Oui, tout à fait. Comment expliquez-vous ça? Il n'apparaît pas en une, parce qu'en général, vous allez avoir les bookings en une. Hein. Si vous regardez de la 5e ou 6e ligne, vous allez nous trouver. Et c'est vrai que vous avez toute une série, les hôtels ont un réel problème avec ça, c'est que le nom d'hôtel est repris dans des en-têtes qui ne sont pas en effet les en-têtes du site internet de l'hôtel. Mais ça vous cause du souci, ça? Écoutez, si on prend Booking, parce que je crois qu'il faut appeler un chat, Booking est quelque chose de positif dans la mesure où on l'utilise à bon escient. Booking met des hôtels, des petits hôtels de famille, je dirais, connus du monde entier. En 3 clics, vous pouvez réserver un hôtel familial dont vous n'avez jamais entendu parler à Hasselt ou Dieu sait où. Par contre, Booking est aussi un outil de marketing, de communication, où l'hôtel peut fermer Booking si l'hôtel sait que les semaines X vont être complètement occupées par déjà des activités sur Bruxelles, notamment, et ça arrive souvent, avec différentes foires, etc. On sait que l'hôtel va être complet. Dans ce cas-là, nous ne faisons pas appel à Booking. Donc, il y a quand même une flexibilité avec Booking. Booking est un élément marketing qui peut être utile. Alors, vous parlez d'événementiel, et puis il y a des gros projets qui débarquent sur Bruxelles, le Stade National, vous en avez certainement entendu parler. On va se rafraîchir un petit peu la mémoire, puisque récemment, la ville de Bruxelles a annoncé son choix pour un consortium. Rien n'est encore fait, mais un petit reportage, et puis on en reparle juste après. Voici le projet de stade national qui a les faveurs bruxelloises. Pensé et défendu par le consortium BAM-Gellamco, il était en lice face à 2 autres candidats constructeurs. Il faut maintenant négocier des éléments très importants. Il ne s'agit pas que du stade, il s'agit aussi des parkings, il s'agit aussi de la mobilité, il s'agit des retombées économiques pour les Bruxellois. Bruxelles se donne 8 semaines pour négocier le cahier des charges. Le choix définitif sera lui arrêté au mois de juin. Le chantier du nouveau stade national doit débuter en 2016 et des permis doivent encore être délivrés. Il vaut mieux être poussé dans le dos par les délais. Et je dois dire, quand on sait qu'on doit être terminé en 2019, c'est mieux d'avoir cette contrainte dans le dos parce que sinon, à mon avis, on n'aurait jamais eu de stade dans ce pays. Je connais l'expérience. Depuis 1987, j'essayais d'en avoir un. On me remettait toujours ça au calendrier grec. Ben voilà, maintenant on y est. Autre confirmation, le Sporting d'Anderlecht viendra jouer au Stade national. Le club bruxellois est donc un des négociateurs du dossier.
Voilà, alors visiblement on veut développer cette zone nord de Bruxelles. Vous y investiriez, vous, en tant qu'hôtelier? Ah oui, avec plaisir, oui, tout à fait. Il y a un potentiel? Il y a un potentiel. Oui, il y a un potentiel. Oui, il y a un potentiel, ça c'est certain. Je crois que toute c'est une zone qui est appelée à développer. Il n'y a pas que ce projet-là, qui va voir le jour dans les années qui viennent. Il y a Néo notamment, auquel vous pensez? Il y a aussi, exactement, oui, tout à fait. Projet de shopping important. Projet de shopping, etc. Bon, moi, je constate des décisions et je suis ravi. On manque cruellement, soyons réalistes, de réels projets maintenant en Belgique. Donc, ça fait partie des zones que vous pistez là oui, sur Bruxelles. Qu'on piste, qu'on convoite, on est en contact, c'est certain. Ça fait partie de notre, oui, mais donc, de notre zone. Néo ou plutôt proche du stade, qu'est-ce qui vous attire le plus? Ben, écoutez, ce qui nous attire le plus, c'est pas tellement ce qui nous attire nous le plus, c'est qu'est-ce qui va attirer, quel endroit va attirer le plus celui public. qui va loger éventuellement le public. Donc, il y a un musée, voilà, c'est ça. Un musée à Citroën qui doit s'installer. Oui, ça j'ai peut vu ça être aussi. un attrait, Oui, ça vous aussi. savez aussi. Moins. Tout dépend, moins. Je crois qu'il faut quand même rester. Football. Oui. Pour le moment, on est assez branché football to biz. Pour le moment, donc les intercontacts biz, football, etc. sont quand même très importants. Et la relation avec la fédération de foot est vraiment super. Donc, ça, vous disiez que Bruxelles manque de grands projets. Oui. On voit qu'il y en a un qui est en discussion, mais ça fait un moment déjà. Oui. Il y a un problème d'attractivité pour Bruxelles, selon vous, qui est un peu encaqué entre ces deux régions. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du politique qui n'est pas assez cohérent là-dessus, selon vous? Je crois que c'est une question finalement d'abord d'attractivité, je dirais, de Bruxelles d'une façon générale. Des problèmes de mobilité dont on a parlé tout à l'heure, des problèmes du RER qui est en panne, etc. Indiscutablement, Bruxelles a un bel avenir devant eux. Et je sais que, au niveau des nuitées, Bruxelles a quasiment explosé sur 4-5 ans. Ils sont à 7 millions maintenant de nuitées. On voudrait passer à 10 millions sur Bruxelles. C'est en tout cas le souhait de la BHA et de Visit Brussels. Donc ce sont quand même des points très importants. Je crois que Bruxelles reste une ville super agréable à vivre. Toute personne, et principalement pour les étrangers qui le trouvent super agréable, parce qu'eux, ils ont eu l'expérience de vivre ailleurs. Donc sauf ça, c'est déjà un point problème de la mobilité. Donc le gouvernement bruxellois a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait de nouvelles lignes de métro qui allaient être construites. On va prolonger le métro. C'est un bon signe, ça? C'est un excellent signe. Je dirais métro et indiscutablement vélo. Parce alors, que ça, ce sont des choses très importantes. Le canevas, c'est celui du RER. On en parlait dans l'écho il y a pas longtemps, encore une fois, parce qu'il y a eu une annonce de la SNCB qui a fait un petit peu progresser ce projet mammouth trop lent pour beaucoup, avec notamment la mise en circulation du tunnel Schumann-Josaphat en décembre, mais néanmoins, mobilité difficile entre Bruxelles et son hinterland. Les embouteillages à Bruxelles coûtent environ 511 millions d'euros par an. C'est une estimation de Bessie, le patronat bruxellois que vous connaissez. Oui. Pour vous qui êtes à Genval, mais aussi à Bruxelles, vous êtes en plein le témoin de cet embouteillage au sens propre comme au sens figuré. Vous en pâtissez dans votre business ? On en pâtit dans notre business indiscutablement parce que, comme vous dites très bien, à partir de 6h30 du matin, tout est bloqué à Overijse, direction Bruxelles. On en pâtit parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire à Genval et à Rixensart, maintenant au niveau de RER. Il faut vraiment voir que ce soit les nouveaux tunnels, les nouveaux ponts, l'élargissement de les voies. C'est vraiment les améliorations, je dirais, autour des gares est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de train. Donc là, il y a indiscutablement... On est ravis d'apprendre qu'éventuellement, on ne va pas devoir attendre 2027, je ne sais plus quelle était la date. Ouais. Je n'ose même pas y penser à 2027, franchement, donc pour trouver une solution pour cela. Alors, John Martin, vous parliez de Bruxelles, de cette zone nord qui vous intéresse. Oui. Vous êtes sur le quartier européen. Oui. On a bien compris que la perspective de voir le nombre de nuitées se grossir encore vous intéresse, parce que vous n'êtes pas businessman mais entrepreneur, mais donc attentif à ce qui bouge. Est-ce qu'il y a d'autres zones sur lesquelles vous avez braqué votre projecteur d'entrepreneur à la recherche des places qui comptent sur Bruxelles ? Des places qui comptent sur Bruxelles, écoutez, vous avez quand même la petite ceinture, toute la petite ceinture qui est en train de revivre. Il y a indiscutablement, que ce soit Place Roger, etc. On voit énormément de travaux. Je crois que toute cette zone-là, maintenant, va enfin subir un petit coup de lifting, si je puis dire. L'idée du piétonnier, par exemple, de M. Mayer, bourgmestre de la ville de Bruxelles, vous enchante? Écoutez, moi, l'idée d'un piétonnier m'enchante. Pourquoi ? Parce que quand je vais visiter des villes, que ce soit Rome, que ce soit Barcelone, que ce soit ceci, cela, quand je vois le monde qu'il y a dans les piétonniers, quand je vois que ça marche quand même très bien, parce que tous les magasins sont achalandés, soit tôt le matin ou tard le soir, on sent quand même qu'il y a une nouvelle vibration dans ces villes-là. Donc, indiscutablement, ça peut faire peur, mais je suis convaincu qu'une fois que c'est en route,
avec une certaine tolérance de la part quand même de ceux qui sont responsables de l'ensemble, ça peut très bien fonctionner. Vous mettriez un hôtel sur les boulevards du centre, piétonnier? Ah, moi, j'ai pas de souci à cela. Oui. Bah, de toute façon, en général, il y a un accès qui peut se faire aussi. Hein, en général, pour que ce soit par taxi ou quoi que ce soit, ça ne m'effraie pas du tout. On a bien compris qu'on reparlera encore de vous dans les rubriques hôtelières, actualités, nouveaux investissements. Ouais. John Martin, vous avez, je crois, 65 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Si vous me permettez d'évoquer votre âge. Oui, c'est bien. Vous arrêtez pas? Vous n'avez pas décidé? Parce que là, vous parlez de projets ici et là, mais il y a un moment où peut-être on peut commencer à parler du mot retraite. Ça existe dans votre vocabulaire, ça? Non, moi je pense que 65 ans, c'est vraiment un fantasme qui... je ne fais aucune critique par rapport à ceux qui prennent leur retraite à 65 ans. Hein. Ça, c'est évident, ni à 60 ans, soit dit en passant. Ce n'est pas du tout un commentaire politique. Je trouve que quand on a la santé, tant qu'on a le dynamisme et qu'on a envie d'entreprendre, on doit aller au bout de ses idées. Et voilà, c'est pour ça que je suis toujours là. Et que je continuerai, je pense. John Martins, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission Big Boss. On vous retrouve d'ailleurs dans l'Écho ce week-end, qui vous consacre aussi un portrait. Quant à nous, on se retrouve dans un mois avec de nouveaux invités. À très bientôt. Bonsoir Paul. À bientôt.